On commence avec Vincent Stöcklin pour le journal. Bonjour Vincent. Bonjour, une baisse de 0,2% en moyenne l'année prochaine pour les primes de l'assurance maladie. Mais la fêtière des assureurs Cura Futura prévient, il faudra des mesures pour enrayer durablement les hausses futures. La ville de Zurich entre dans les chiffres rouges, une conséquence des effets de la pandémie. Les perspectives pour l'avenir sont sombres, la tendance n'est pas prête de s'arrêter, nous dira notre correspondante en Suisse alémanique. Les révélations sur la vie compliquée de Britney Spears se poursuivent, portées par les fans de la chanteuse qui sont passés maîtres du buzz sur les réseaux sociaux. Même le New York Times s'y met et dévoile les coulisses de la mise sous tutelle de la chanteuse par son père. Nos primes d'assurance maladie vont baisser très légèrement l'an prochain, moins 0,2% en moyenne. Cela n'était plus arrivé depuis 14 ans. Les acteurs du domaine de la santé se montrent satisfaits par cette diminution, mais enrayer durablement leur hausse exige d'autres mesures selon la fêtière des assureurs Cura Futura, comme l'explique Adrien Quay, responsable de la communication. Ça passe d'une part, par exemple, par le domaine des médicaments. Aujourd'hui, on utilise très peu les médicaments génériques et les biosimilaires et on utilise encore beaucoup trop les originaux. Donc c'est vraiment de l'argent qu'on gaspille aujourd'hui en Suisse et les solutions sont connues. C'est juste que pour l'instant, malheureusement, le département de l'Intérieur ne les a pas encore appliquées. Mais tout simplement, on a un système de marge qui fait qu'aujourd'hui, les pharmaciens et les médecins ont un intérêt direct à remettre des médicaments originaux. Et puis, la deuxième réforme, c'est le tarif médical. Donc ce sont toutes les prestations qui sont faites dans des cabinets médicaux. Ça représente un tiers des primes. Et aujourd'hui, on facture toutes ces prestations, donc 12 milliards de francs par année, avec un tarif qui date de 2004 et qui ne correspond plus du tout à la réalité médicale, plus à la réalité économique. Donc là, il faut aller de l'avant et approuver le nouveau tarif Stardoc. Des propos recueillis par Marie Giovanola. Tous les cantons saluent cette petite baisse, mais certains mettent le doigt sur les réserves trop hautes et le peu qui est restitué à la population. À l'image du conseiller d'État genevois, Mauro Poggia, qui estime qu'on ne nous donne pas grand-chose par rapport à ce que l'on nous doit. Le magistrat genevois souligne que sur les 3 dernières années, les assureurs ont totalisé 5 milliards de francs d'excédent de recettes et 1 milliard rien que l'année dernière. Le canton de Vaud répond aux interrogations et aux critiques de plusieurs communautés religieuses. Elles veulent être officiellement reconnues d'utilité publique. Oui, les représentants de ces communautés ont rencontré la conseillère d'État Christelle Luisier en semaine dernière à leur demande. Julie Liardet, le canton veut désamorcer les éventuelles tensions et créer un dialogue. 3 communautés religieuses avaient envoyé ensemble un courrier à la conseillère d'État cet été. Les représentants évangéliques, musulmans et ceux des églises anglicanes et catholiques chrétiennes avaient fait part de certaines interrogations, des questionnements notamment autour d'une certaine lourdeur administrative. Le canton et les communautés tentent à présent d'éclaircir ensemble les exigences posées par l'État. Par exemple, les associations doivent fournir une liste des membres. Qu'est-ce que ça implique concrètement ? Lors de la rencontre de ce lundi, Christelle Luisier a également rappelé que les exigences du canton découlaient d'une loi cantonale. Le département des institutions souligne encore que les discussions étaient riches et empreintes de respect. Ces prochaines semaines, de nouvelles rencontres seront agendées. Cantons et communautés religieuses misent sur le dialogue. Plus de 2 Suisses sur 3 soutiennent l'extension du certificat Covid, selon un sondage de Tamedia et 20 minutes publié aujourd'hui. La fin de la gratuité des tests recueille également une majorité d'opinions favorables. À l'inverse, l'obligation vaccinale, elle, est rejetée. Zurich va plonger dans les chiffres rouges. La ville a présenté hier son budget pour l'année 2022. Elle prévoit un déficit de plus de 158 millions de francs. Après une année 2020 encore positive, les effets de la pandémie se font désormais durement sentir. Une tendance, Joël Cachin, qui n'est pas prête de s'arrêter. Zurich s'était habitué aux chiffres noirs, mais c'est désormais une toute autre réalité qui l'attend. Selon les pronostics de la municipalité, le déficit devrait perdurer jusqu'en 2025 au moins et même se creuser. Les fonds propres de la ville, eux, pourraient fondre presque de moitié. La faute à un certain coronavirus, bien sûr, mais aussi à la croissance de la population qui coûte en infrastructures et en personnel. Pourtant, pas question d'augmenter les impôts. Daniel Leupi, le municipal vert chargé des finances, se veut optimiste. Les recettes fiscales des entreprises augmentent et Zurich demeure une place économique attractive. Une vision que ne partage de loin pas la droite minoritaire. Le PLR évoque des finances incontrôlables, l'UDCL annonce même la fin de la domination rose-verte. Et c'est vrai que ces résultats financiers arrivent à un moment délicat pour la gauche, à quelques mois des élections municipales.
Les CFF connaissent un nouveau pic dans la pénurie de mécaniciens de locomotives. Ce début de semaine, ils ont été contraints d'alléger la cadence des trains Régio Express entre Vevey et Annemasse, qui circulaient une fois par heure au lieu d'une fois par demi-heure. La situation devrait revenir à la normale demain. Et c'est une première en Suisse romande. Un feu rouge est installé depuis hier à l'entrée de l'autoroute entre Lausanne et Yverdon à la hauteur de Cossonay. Ce système de dosage doit permettre de fluidifier le trafic aux heures de pointe du soir. Il sera systématiquement activé lors de surcharge de trafic ou de bouchons sur le tronçon Lausanne-Yverdon. Dans l'actualité, à l'étranger, en Hongrie, le premier tour des primaires organisé par l'opposition s'est achevé hier. Oui, cette primaire est une première. Les 6 partis d'opposition se sont mis d'accord pour affronter ensemble Viktor Orban et tenter de le détrôner aux législatives de l'an prochain. L'opposition a convenu de désigner celui ou celle qui briguera le poste de Premier ministre et de choisir un candidat commun dans chaque circonscription. Mais pour départager tous ces candidats, il fallait des primaires et plus de 6000 Hongrois ont participé à ce premier tour. À Budapest, Florence Labruyère. Cheveux blonds et allure sportive, Piroshka Vichy ne paraît pas ses 46 ans. Cette catholique pratiquante, qui a 6 enfants, était une électrice de Viktor Orban. Aujourd'hui, non seulement elle ne veut plus voter pour lui, mais elle est candidate pour être députée au Parlement. Voilà, je fais mes débuts en politique. Je suis une candidate d'un nouveau parti, le Nouveau Monde. Il a été fondé par un ancien ministre de l'Éducation qui a quitté le parti d'Orban, le Fidesz. Parce que ce parti a trahi nos idées et nos valeurs. Le gouvernement est contre les migrants, les LGBT, contre tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Les politiciens au pouvoir répètent sans arrêt qu'ils sont chrétiens, mais ils ne se comportent pas en vrais chrétiens. Conservatrice modérée, Piroshka affrontait 2 autres candidats d'opposition pendant ces primaires. Si elle gagne, c'est elle qui affrontera le parti de Viktor Orban aux législatives de l'an prochain. Si elle perd ses primaires, elle se retire au profit du candidat le mieux placé. Tous contre Orban, c'est la stratégie de l'opposition hongroise. Florence Labruyère pour RTS Info, Budapest. Les discussions sont âpres au Congrès américain autour de l'adoption de 2 plans d'investissement que le président Joe Biden présente comme un enjeu majeur de son mandat. L'adoption de ces 2 plans, dont le montant cumulé annoncé se monte à près de 5 000 milliards de dollars, bute sur une bataille fratricide entre démocrates. Mais le Congrès américain fait face à un autre enjeu lié au débat sur les projets de Joe Biden, éviter le premier défaut des États-Unis sur sa dette qui pourrait intervenir dès le 18 octobre si aucun accord n'est trouvé d'ici là. Les révélations sur la vie compliquée de Britney Spears continuent d'alimenter la une des médias. Ces derniers jours, plusieurs documentaires dévoilent les détails de la mise sous tutelle de la chanteuse par son père, une surveillance dont celui-ci a demandé à être relevée. La justice doit encore se prononcer, d'autant, Miruna Kozma, que la pression ne cesse de monter. Plusieurs documentaires cette année, 2 ces 5 derniers jours, viennent de sortir, un de Netflix, l'autre du New York Times, Controlling Britney Spears, qui est le 2e volet de la série de révélations du quotidien américain sur les conditions de cet arrangement juridique qui contrôle la vie de la pop star depuis 13 ans. Des membres du cercle rapproché dévoilent en détail la mise sous écoute de la star dans sa chambre par la société de sécurité engagée par son père. Si les événements autour de la tutelle de Britney Spears s'accélèrent, c'est parce que le tourbillon médiatique a aussi été nourri, voire même porté, par la mobilisation sans faille de ses fans avec le hashtag Free Britney, libérez Britney. Pour la sémiologue Virginie Spies, ce mouvement né sur les réseaux sociaux maîtrise les codes d'une médiatisation réussie. Cette mobilisation-là, c'est une véritable force de frappe, en effet, parce que ça démarre en effet sur les réseaux sociaux, mais ensuite ça va essaimer partout et ça va atteindre les grands médias, entre guillemets, les médias en tout cas plus traditionnels. Et du coup, c'est une sorte de cercle vertueux, on pourrait dire, puisque quand ça arrive après dans les médias plus traditionnels, alors c'est encore plus repris sur les réseaux sociaux et ça bouscule un petit peu l'univers classique de la médiatisation. Suite de cette affaire, ce mercredi, avec une nouvelle audience concernant une éventuelle fin de la tutelle de Britney Spears. Et on termine ce journal avec du hockey sur glace en National League. Lausanne, un temps lanterne rouge, s'est imposé face à Berne 4-1 hier soir. L'attaquant Guillaume Maillard a pour l'occasion inscrit son premier but pour le LHC. La victoire, ça fait super plaisir. On en avait besoin après un début de saison assez compliqué. Surtout le dernier match, on aurait pu vraiment gagner. On savait qu'on avait besoin de 16 victoires.
Mon but, c'est bonus. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pu marquer. Et c'est mon premier pour le Lausanne Hockey Club. Ça fait super plaisir, mais je suis très content de la victoire de l'équipe. La saison est lancée, la saison est surtout longue. Voilà, on a beaucoup de nouveaux joueurs. Il faut du temps pour former une équipe qui joue ensemble. C'est pas facile. Et puis voilà, il faut que les gens comprennent que une équipe, ça joue pendant une saison entière. Les 15-20 premiers matchs, c'est pas forcément ce que vaut une équipe, on le sait. Et nous, on a encore 45 matchs et on sait qu'on va faire le job. Dans les autres rencontres, victoire de Fribourg sur Lugano 3-2. Bienne a perdu à Ambry 4-0. Défaite d'Ajoie à Rapperswil 3-2. Zug s'est imposé à Langnau 2-1 et victoire de Zurich sur Davos 4-3. Au classement, Bienne reste en tête avec 1 point d'avance sur Zug. Fribourg est 4e, Lausanne 10e, Genève Servette 11e alors qu'Ajoie ferme la marche. En Swiss League, Holton s'est imposé à Sierre 3-2. Victoire de la Chaux-de-Fonds sur Grasshopper 5-2 et de Turgovie sur Viège 3-2. Voilà pour le journal. Merci Vincent Stecklin.